مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة يزاغ بالفراسة طيارة الألوان Du Nord. Je sais qui est Tacfarinas, je sais ce qu'étaient les Phéniciens, et j'ai eu la chance, là, j'ai eu une très grande chance avec l'Esquille, Chernay. Je me suis même payé une mention pour le certificat d'histoire ancienne. Et en octobre, je suis allé passer le certificat de géographie qui me restait à Paris. Alors, à partir de quoi? Bon, j'ai été reçu à l'agrégation en 48, après m'être fait coller en 47, c'est pas grave, mais j'étais trop gourmand. Que dire de cette école, de cet enseignement? C'est un enseignement de qualité, limité au français. Limité au français avec une particularité incroyable, inouïe. C'est que l'arabe était une langue étrangère en Algérie. Au même titre que l'anglais, l'italien, l'allemand et l'espagnol. Ce qui était une monstruosité. Alors quand j'avais dans ma classe d'arabe des gens qui s'appelaient Hachhamou, qui s'appelaient Damarji, qui s'appelaient El Bahri, qui s'appelaient Volkaïb, etc., c'est un grotesque achevé. Ces enfants qui étaient des élèves algériens qui étaient nés comme moi aussi j'étais algérien. Et alors, bon, j'étais bon en arabe, d'accord. Pour moi, c'était une langue que j'aimais. J'aimais, et je vais vous dire pourquoi, parce que j'avais l'impression de comprendre et de voir s'ouvrir devant moi quelque chose d'autre. Et en 1937, alors là, il y a eu quelque chose d'absolument étonnant. Je vois arriver mes copains algériens, Bourkaïb, El Bahri, Damarji, Saïchi, tous affublés d'un fez ou d'une chéchia, alors qu'avant ils arrivaient au lycée nu-tête comme moi, comme mes copains. Et je vais vers eux et je leur dis: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es mis une chéchia aujourd'hui? Pourquoi tu t'es mis un fez? Et l'un d'eux me dit: écoute, nous célébrons la victoire de Mustafa Kemal. Leur modèle, c'était Mustafa Kemal. Et ils célébraient à leur façon le changement de souverain en Égypte, puisque c'était l'époque où accédait au trône le roi Farouk après le roi Fouad. Et j'ai compris à ce moment-là, j'ai perçu qu'il y avait des transformations dans le monde arabe, non seulement du Proche-Orient, par le 37, mais aussi en Algérie. Il ne faut pas oublier que 1937, c'est la belle époque du Front populaire, et donc c'est le début plus fort d'une revendication plus importante parmi les Algériens. Tout ça, ça fait une espèce d'enchevêtrement. Et j'étais sensible à cet enchevêtrement. J'étais sensible à
à ces mutations, à ces transformations. Donc, après 1945, j'ai préparé l'agrégation, je suis reçu et je vais enseigner à Oran. Et là, c'est la seconde partie. Alors que je vous dis, bon, j'ai été prof à Oran, à Constantine et à Alger. J'ai été chercheur également. Mais j'ai été aussi citoyen et citoyen engagé. Et j'ai aimé enseigner en Algérie. Je vais vous dire, je vais vous faire une confession. Enseigner en Algérie, comme enseigner en Tunisie, quand nous avons créé, quand Bourguiba a créé l'université de Tunis en 1959, où j'ai enseigné pendant 5 ans, ce sont 2 moments privilégiés dans ma vie d'enseignant et dans ma vie d'homme. 2 moments privilégiés. Et j'ai aimé enseigner à mes petits arabes de 6e, à mes petits constantinois de 6e, à mes petits... J'ai eu des gens illustres, des gens de belles familles, à Constantine. À Alger, pas trop. Ma clientèle, c'était quoi? Entre guillemets, excusez-moi d'utiliser le mot clientèle, mais c'est la seule formule utilisable. À Oran, c'était essentiellement des petits Espagnols. Bah, ils ont essayé d'abord de faire la muette. Alors j'ai dit, écoutez, vous n'allez pas commenter de m'enquiquiner. La muette, je connais. Alors écoute, toi, Lopez, Gomez, Sanchez, tu descends ici, tu descends, tu es au dernier rang, tu descends, tu te mets au premier rang, et la prochaine étape, c'est la porte. Mais monsieur, mais... Allez, on ne discute pas. Au bout de 8 jours, ça a marché formidable, plus un enquiquinant, plus rien, tranquille. Et alors après, il venait, ah monsieur, vous avez assez rigolo avec vous, hein. Ah, parce qu'avec c'est pas la peine de faire la muette, hein, avec on peut pas. Alors, non, d'accord. Après, on est devenus ses copains, mais c'était rigolo. Après quoi, je suis allé à Constantine. Alors là, un autre climat, une autre clientèle, d'autres enfants. Il y avait 3 clientèles. Des petits Français, ou des petits Européens, des petits Juifs, beaucoup. Il y en avait aussi à Oran, des petits Juifs, beaucoup. Si vous saviez comme les enfants juifs étaient, garçons et filles, étaient d'avides d'apprendre. Ils avaient le goût d'apprendre, une envie d'apprendre. Mais les petits Algériens aussi, les petits Arabes aussi, ils avaient envie d'apprendre. Mais il n'y avait pas de place. Écoutez, là, moi, j'ai un texte effrayant que je vais vous lire quand même parce que, excusez-moi, mais n'ayez crainte, je ne vais pas m'attarder au-delà de 7h15. Parce qu'il faut que vous discutiez et qu'on parle ensemble. Voilà un texte que je vais vous lire, qui est un chef-d'œuvre, qui a été écrit par 2 juristes, Larcher et Rectinval. Traité élémentaire de législation algérienne. Voilà, je lis. C'est à la page 621. Instruction publique musulmane. C'est par l'éducation et l'enseignement que nous formerons dans les classes supérieures, ça demanderait des commentaires à chaque mot, dans les classes supérieures de la société musulmane, des chefs indigènes qui, ayant compris notre civilisation, augmenteront notre influence et que nous donnerons aux classes inférieures les moyens d'améliorer leurs conditions matérielles et morales. Sans doute, les portes de nos écoles européennes de tout ordre sont largement ouvertes à tous les indigènes, mais ces écoles, par leur programme au pluriel, par
enseignements ne sont point faits pour les intelligences arabes ou kabyles, que